Nous sommes le 16 janvier 1964 à San Francisco del Rincón, au sud du Mexique. Une foule composée de villageois vocifère et réclame la mort devant le portail grand ouvert du ranch La Loma del Ángel. Les patrouilles de police essayent tant bien que mal de dégager le passage et de disperser la foule en colère, mais rien n'y fait. Tout le monde tient à voir sortir de leur tanière les brujas, les sorcières, les meurtrières. Tous sont prêts à les lyncher sur place s'il le faut. Et justement, les voilà qui sortent. 4 silhouettes noires voilées et endeuillées, escortées par la patrouille. 4 petites femmes que les policiers poussent devant eux sans ménagement. Les 2 plus âgées ont la tête baissée et avancent en tâtonnant dans la poussière sans lever les yeux, tandis que les 2 autres plus jeunes injurient les villageois en leur faisant des gestes obscènes avec les mains. Elles, ce sont les sœurs González Valenzuela, Delfina, Maria del Carmen, Maria Luisa et Maria de Jesus, tenancières de bordel de leur état, mais pas que. Leur abominable commerce commence au début des années 50. Femmes cupides et sans scrupules, obsédées par l'argent, on leur attribue plus d'une centaine d'homicides, infanticides, avortements clandestins, tortures, rapts, séquestrations, rituels sataniques et vols organisés. De ce sordide trafic, les sœurs González Valenzuela entassent un magot de plusieurs milliers de pesos, soutenus par la complicité de policiers véreux et corrompus qui, profitant du climat ambiant tourmenté, tirent également profit de ce sinistre commerce. Après leur spectaculaire et inattendue arrestation en 1964, le pays tout entier découvre à travers les articles parus dans les journaux à la rubrique Faits divers le parcours sordide et effrayant de celle dont la mémoire populaire se souviendra comme étant les Piocanquis. Dans ce sombre Mexique à peine sorti de la Révolution, dominé par la foi catholique, la misère et les superstitions, où la femme ne tient qu'un rôle de seconde zone. C'est sur une route solitaire, aride et sinueuse que résonnent les pas rapides de 3 jeunes filles en loques. Elles courent à perdre haleine, la gorge sèche, en se tenant la main comme pour s'encourager à aller de l'avant. En effet, le moindre arrêt pour reprendre leur souffle peut leur être fatal. Malgré l'obscurité qui masque tout sur leur passage, les aboiements menaçants des chiens errants et les ombres cachées des imposants cactus, elles ne s'arrêtent pas, ne veulent pas s'arrêter avant d'être hors de danger. Leur but ? Atteindre Guanajuato, la ville la plus proche avant les premières lueurs du jour. Tout le monde doit savoir de quel enfer elles viennent de s'extirper. Tout le monde doit être au courant que de là où elles viennent, la mort rôde dans tous les coins. Mais pour l'instant, pas de victoire hâtive. Elles ne sont encore que fugitives. Qui sait si leurs patronnes, remarquant leur absence, n'ont pas d'ores et déjà envoyé des hommes à leur trousse. Et s'ils les reprennent, elles ne préfèrent même pas penser à la suite, tant elles savent de quoi ils sont capables avec les fuyardes. À cette seule pensée, les 3 filles sentent leur force les abandonner et la peur leur tenailler l'estomac. Mais hors de question de faire marche arrière. Pas maintenant, alors qu'elles sont si proches du but. Chaque pas dans la poussière poudreuse de la route les rapproche davantage de leur destination. Guanajuato résonne comme une musique à leurs oreilles, leur unique issue de secours. Leur plan d'évasion, elles l'ont longtemps organisé, étudié, décortiqué, en ayant en tête tous les scénarios possibles et imaginables en cas d'échec. Comme beaucoup de détenus, elles ont plusieurs fois voulu abandonner tant elles n'avaient plus la force physique et mentale pour réfléchir. Le coup de grâce s'est produit quand cette pauvre Adela a été obligée de tuer sa propre sœur sur ordre de leur patronne. Une scène qu'elles les ont toutes contraintes à voir jusqu'au bout dans un élan de voyeurisme sans vergogne afin de comprendre ce qui les attendrait en cas de rébellion. C'était insoutenable, plus abominable que leur pire cauchemar. Elles savaient que tôt ou tard, elles allaient être les prochaines et l'électrochoc s'est produit. L'instinct de survie prit le dessus. La terrible envie de fuir est revenue au galop, hantant leur quotidien, devenant l'obsession de chaque minute. Alors qu'elles s'y attendaient le moins, il a fallu que le geôlier chargé de leur surveillance ce soir-là soit trop ivre pour ne pas les voir passer sous son nez. Cela a été au final beaucoup plus facile et rapide qu'elles ne l'auraient cru. Elles, ce sont les sœurs Soledad et Maria del Pilar et leur amie d'infortune, Catalina Ortega. Ce 12 janvier 1964 au soir, elles viennent de quitter précipitamment le bordel de la Loma del Ángel, leur prison depuis presque 3 ans, le pénitencier de la fratrie féminine González Valenzuela, plus connue dans la région sous le nom des Poquianquis. Plus mortes que vives, vêtues de haillons, les cheveux cachés sous d'épais foulards de laine, Soledad, Maria et Catalina Ortega n'ont plus que la peau sur les os, ressemblant plus à des squelettes qu'à de pimpantes adolescentes de 15, 13 et 17 ans, leur âge réel. Au petit matin, elles arrivent sur la place principale de Guanajuato, au son de l'Angelus,
alors que la petite commune est encore à peine éveillée. Sans perdre un instant, les 3 filles se mettent à chercher une adresse, celle d'une certaine Madame Esperanza Santana. Madame Santana vit dans le dénuement le plus total. Elle vend des tortillas sur le marché et partage un logement communautaire avec d'autres familles dans la pension Immacolada Concepción. À peine les 3 fugitives frappent-elles à sa porte qu'elle les fait rentrer précipitamment dans son logement et referme la porte à double tour derrière elle. Devant elle se détachent alors 3 visages émaciés au regard de bêtes traquées, des figures de vieilles femmes dans des corps de petites filles, complètement terrorisées et tremblant de tous leurs membres. L'adresse de son logement, c'est sa fille Elisa Aguilar qui le leur a fourni. Après la séparation de ses parents, Elisa a été confiée par son père Osvaldo Aguilar au Poquiantis contre une petite rétribution en argent. Les sœurs González Valenzuela l'ont d'abord refusée avec dédain. Trop jeune, va coûter trop cher en nourriture et ne sera d'aucune utilité. Mais Osvaldo Aguilar, qui avait des dettes de jeu et tenait absolument à avoir l'argent tout de suite, leur a tenu tête. C'est une petite très dégourdie, vous verrez par vous-même. Elle va vous aider dans les travaux domestiques, elle sait tout faire. Il y a 1 an, Elisa a disparu dans des conditions douteuses, âgée d'à peine 12 ans. Personne ne sait ou n'a osé demander de ses nouvelles. À Esperanza Santana, les 3 filles font le récit de leur fuite précipitée, de leurs horribles conditions de détention dans le bordel de la Loma del Ángel et de l'horreur qui s'y produit tous les jours. Elles se souviennent des vieux clients ivres et lubriques avec lesquels elles étaient contraintes de coucher, les différents abus, la sensation de faim constante, les coups de pied, les coups de fouet, les gifles, les morsures, et puis ce meurtre, ce terrible meurtre d'Ernestina, une prostituée sauvagement assassinée par sa sœur aînée, Adela, sur ordre de leur patronne et geôlière, qui ont assisté à la mise à mort en riant aux éclats, alors que le clan giclait de partout. N'en pouvant pas en entendre davantage, Esperanza Santana donna à manger aux filles avant de les emmener au poste de police de León Guanajuato pour y faire le récit qu'elles viennent de lui faire. En voyant pénétrer dans leurs locaux la pauvre marchande enroulée de châles avec les 3 filles en guenilles, les policiers crurent d'abord à un gang de petites voleuses, comme il en pullule des dizaines dans le coin. Mais rapidement, ils comprennent que cela est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Sur ordre d'Esperanza, les 3 filles montrent leurs bras et leurs jambes aux agents de force de l'ordre, sur lesquels ils voient des traces de morsures, de brûlures de cigarettes, des infections cutanées dues à la malnutrition, sans compter les balafres sur leur visage et les bleus encore récents. Catalina Ortega a même déjà perdu toutes ses dents inférieures et souffre de calvitie précoce, à cause de la teigne qui s'est attaquée à sa chevelure noire et qu'elle n'a pas pu traiter. Au bout de ce premier examen, les policiers sont horrifiés par ce qu'ils viennent de découvrir. Le lendemain, suite à leur déposition, les 3 fillettes sont finalement confiées à un médecin afin d'être auscultées, tandis que 2 patrouilles de police s'entassent dans des fourgons en route vers San Francisco del Rincón. Dans leurs oreilles résonne encore le sordide récit relaté par ces pauvres gamines. Le ranch de la Loma del Ángel est une imposante bâtisse encerclée de fils barbelés, dominant un terrain aride et tellement désolé que même la végétation s'y fait rare. Des aboiements de chiens se font entendre de tous côtés. L'endroit semble comme abandonné. Les policiers sautent du fourgon et vont frapper au portail. Ils attendent longtemps. Finalement, un homme encore jeune, d'une imposante carrure et coiffé d'un chapeau texan, vient leur ouvrir. En voyant les uniformes, il fait rapidement la liaison avec les 3 fugitifs disparus depuis avant-hier et que lui et les autres ont cherché partout. Elles les ont dénoncés. Les policiers le devancent et pénètrent à l'intérieur dans une grande cour en terre battue avec un puits en son centre, couvert d'une bâche. Alertée par le bruit des pas, la patronne des lieux ne tarde pas à se présenter. Vêtue de noir de pied en cap, elle affiche un air outragé et surpris. « Voyons, sergent, vous ne voyez pas que nous sommes en deuil ? Pénétrer ainsi chez des femmes seules sans s'annoncer n'est pas dans vos habitudes. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous et nous allons encercler les lieux. » Rapidement, le ton change. La femme se met à injurier la milice qui la menotte, tandis que les policiers s'éparpillent un peu partout dans la maison, armés de leurs revolvers. À mesure de leur progression dans la cour de la propriété, ils remarquent une porte cadenassée. Ils la forcent, et là, difficile de voir quelque chose, tant l'obscurité est totale. Mais ils entendent des gémissements de douleur, des sanglots étouffés. Tout au fond, ils remarquent des formes humaines composant comme un monticule opaque. Une forte et nauséabonde odeur de sang et d'excréments donne un haut-le-cœur aux policiers. Les corps squelettiques se ramassent pour masquer leur pudeur, certains sont entièrement nus.
les policiers actionnent la lumière de leur lampe torche et distinguent ici et là des jeunes femmes, des petites filles et même des nouveau-nés. C'est surtout leur regard qui interpelle les agents de police. Un regard proéminent, effarouché et terrorisé de bêtes traquées et longtemps maltraitées. Elles lèvent instinctivement le bras pour se protéger quand les policiers tentent de les toucher. « C'est fini maintenant, vous êtes sauves. » Après plusieurs tentatives et beaucoup de persuasion, ils parviennent à les tranquilliser puis les font sortir deux par deux de ce trou immonde qui constitue leur habitat. À la lumière du jour, l'insolite et effrayant spectacle des recluses est d'autant plus horrifiant. Beaucoup sont blessés, brûlés et portent des signes apparents de malnutrition et de déshydratation. Certaines ont perdu leurs cheveux et leur dentition. Beaucoup pleurent, d'autres ricanent ou au contraire poussent des cris de détresse. En tout, une vingtaine de femmes et une dizaine de fillettes. Les villageois de San Francisco del Rincón, mis au courant de l'arrivée de la police, se sont déjà attroupés devant le ranch de La Loma en attendant de découvrir la suite. Des bruits circulent depuis déjà longtemps à son propos, mais jamais personne n'a encore percé ses secrets, tant les portes restent hermétiquement closes de jour comme de nuit et que peu d'activités semblent animer les lieux, hormis certains soirs où musique, rires et cris emplissent l'atmosphère ambiante. À part les sœurs González Valenzuela, 13 autres femmes et 11 hommes sont arrêtés en même temps qu'elles en leur qualité de macros, rabatteurs, aides, geôliers, avorteuses, sages-femmes et tortionnaires. La journée n'a pas encore pris fin que la nouvelle de leur arrestation est sur toutes les lèvres. Les journalistes d'une petite chronique à sensation nommée Alarma débarquent à leur tour dans la soirée, conscients qu'ils tiennent là de quoi tenir en haleine leurs lecteurs durant un mois entier. Armés de leurs appareils photos, ils immortalisent le visage des sœurs González Valenzuela, confiées à la garde d'un milicien dans l'attente d'être transférées au poste de police de Guanajuato. Les habitants de San Francisco del Rincón ne le savent pas encore, mais l'arrestation spectaculaire et inattendue des Poquianquis et de leur aide vient de mettre fin à près de 2 décennies de terreur dans la région de Jalisco. À présent confrontées à la justice, elles doivent avouer les crimes qui leur sont reprochés, et ils sont nombreux, atroces, abominables. Derrière leur voile noir et leur rosaire, les 4 sœurs, Delfina, Maria Luisa, Maria del Carmen et Maria de Jesus, se défendent bec et ongles, se disent complètement innocentes et se proclament partisanes de la morale et de la vertu, n'ayant agi que pour protéger des filles déjà perdues et chassées par leur famille, qu'elles ont recueillies par charité chrétienne. Les policiers chargés de les interroger ne croient pas un mot de ce qu'elles racontent. La déposition, faite par Soledad, Maria del Pilar et Catalina Ortega, leurs anciennes prisonnières, fait froid dans le dos et contient assez de charges et de preuves pour les faire lourdement condamner devant une cour d'assises. Au cours de l'enquête qui se poursuit pendant les jours suivants, la police découvre les coulisses du sordide circuit de prostitution des sœurs González Valenzuela. Un business très rentable qui leur a permis au fil des ans d'amasser un important magot de près d'1 millier de pesos sur le dos de leurs malheureuses victimes. Et la police va de surprise en surprise. Hormis le ranch de la Loma del Ángel, centre névralgique de leur activité, les 4 sœurs sont également propriétaires de maisons closes à Lagos de Moreno, Querétaro, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí et Coahuila. En somme, dans presque toutes les communes rurales de la région de Jalisco, où elles se sont forgées une solide réputation de redoutables femmes d'affaires, ne reculant devant rien pour faire croître leurs bénéfices. Leurs anciens rabatteurs et hommes de main, Francisco Camarena Garcia et son cousin et bras droit, Enrique Rodríguez Ramírez, témoignent à leur tour contre leur patronne et donnent leur propre version des faits. Suite à cela, toute la milice de Guanajuato se mobilise pour poursuivre les recherches des autres complices en cavale. Au bout de quelques jours, le bruit arrive jusqu'à la section de la police judiciaire de Mexico qui dépêche également ses hommes pour prêter main forte aux investigations. L'affaire prend alors une tournure nationale. Une dizaine d'autres individus embauchés par le réseau des Poquianquis et soupçonnés d'avoir participé, de près ou de loin, aux crimes et autres rapts et violences sur les détenus, sont également arrêtés et conduits en prison. Piégés par leurs employés et compagnons de crime, les 4 maquerelles finissent par tout avouer. Et c'est en face de la machine à écrire du sergent Abel Calderón qu'elles se confient pour la première fois. Un récit long de plusieurs heures. C'est à Jalisco, au début des années 30, que tout a commencé. Nous sommes dans le Mexique post-Zapata. Un nouveau président, Lázaro Cárdenas, vient d'être élu et on parle déjà des nouvelles réformes qu'il songe à établir sous peu sur l'ensemble du territoire national,
en proie depuis plus d'un siècle à d'incessantes guerres civiles et autres conflits internes opposant des villages ennemis. L'Église catholique, elle, dirige pour sa part tous les aspects de la vie domestique de chaque foyer mexicain. Chaque famille vit au rythme des messes, neuvaines, mariages, baptêmes, communions, commémorations et autres célébrations religieuses. Chez cette population majoritairement pauvre, rurale et analphabète, la foi reste la seule échappatoire à un quotidien souvent bien amer. Christianisme et vieilles superstitions amérindiennes cohabitent également en parfaite osmose, et tout ce qu'on ne parvient pas à expliquer de manière concrète trouve évidemment réponse dans le domaine du paranormal, dont la plupart des Mexicains sont très friands. C'est dans ce contexte socioculturel que María del Carmen, Delfina, María Luisa et María de Jesús voient le jour dans un petit village de Jalisco, au sud du pays. Leurs parents sont Isidro Torres y González, maton dans la prison municipale, et Bernarda Nardina Valenzuela, femme au foyer. L'enfance des 4 sœurs se déroule dans un climat familial où la violence est le maître mot. Isidro est un homme alcoolique, violent, caractériel, qui impose à ses filles une réclusion permanente à la maison, devant s'acquitter uniquement des travaux domestiques. L'unique sortie consiste à se rendre au marché hebdomadaire et à la messe dominicale. Bernarda, la mère, est une catholique dévote, dont la piété frise le mysticisme exacerbé. Durant la fête des morts, El Día de Muertos, il lui arrive souvent de se lacérer le corps jusqu'au sang en signe de pénitence ou de se traîner à genoux jusqu'à l'église pour expier tous ses péchés, réels et imaginaires. Isidro, en tant que responsable de la petite prison locale, règne en tyran sur sa famille, composée uniquement de femmes. Homme possessif et ouvertement macho, il leur impose une autorité rigide à laquelle toutes doivent obéir, sous peine de sévices physiques d'une rare violence. Isidro n'y va jamais de main morte. D'ailleurs, les 4 sœurs sont continuellement battues par lui, sans que personne n'ose jamais s'interposer, pas même leur mère qui le craint autant qu'elle. Devenue adolescente, l'aînée des filles, María del Carmen, commence à montrer des signes manifestes de rébellion contre l'autorité paternelle. Une nuit, alors que son père est dans sa taverne habituelle à se saouler avec ses copains, elle en profite pour fuguer avec Luis Caso, épicier de son état, de 20 ans son aîné, qu'elle a rencontré lors d'un baptême et dont elle est tombée amoureuse. Mais l'escapade est vouée à l'échec et Carmen est retrouvée par Isidro qui, après l'avoir battue, la place en détention dans la prison municipale pour une période de 14 mois afin de lui enlever toute envie de recommencer à l'avenir. Durant son incarcération, il ne lui fait pas de faveur et empêche même sa mère et ses sœurs de lui rendre visite pour lui apporter de la nourriture et des vêtements de rechange. María del Carmen finit tout de même par être libérée au terme de 10 mois de réclusion. Ne pouvant plus vivre sous le même toit que son père, elle part travailler en qualité d'ouvrière dans une petite manufacture de textile située à San Luis Potosí, à 300 km de Jalisco. Le travail à l'usine s'avère pénible et mal rémunéré, mais pour elle, hors de question de rentrer à la maison. La jeune María del Carmen, profitant de cette nouvelle indépendance, fait la connaissance d'un homme déjà marié. De cette liaison clandestine naît un fils qu'elle prénomme Luis en souvenir de son premier fiancé. L'idylle ne dure pas et l'homme finit par la quitter pour retourner auprès de son épouse légitime. Sans ressources, Carmen jette son dévolu sur un autre garçon, mais cette nouvelle relation est un fiasco. Elle travaille et s'occupe de son fils tandis que son compagnon passe ses journées à se saouler dans les tavernes miteuses du village. De plus, il lui prend tout l'argent qu'elle ramène à la maison, sous prétexte qu'une femme est incapable de gérer seule ses dépenses. Le couple finit par se séparer au terme de 2 ans de vie commune désastreuse et dysfonctionnelle. Du côté de sa famille restée à Jalisco, les choses ne vont guère mieux. Lors d'une rixe dans un bar, le père Isidro tue un petit délinquant du nom de Félix Ornelas. Craignant d'être déféré devant la justice, il déserte la nuit même et disparaît pendant des années sans plus jamais donner de nouvelles, laissant sa famille dans le dénuement le plus total. Les 3 autres filles sont alors envoyées par leur mère pour travailler en qualité d'ouvrières. Leurs 3 salaires réunis permettent à peine à la famille de survivre. En 1935, la famille vit dans une grande misère et María del Carmen, apprenant le départ précipité de son père par le biais de ses sœurs, revient à la maison afin d'aider sa famille financièrement. En 1938, elle fait la connaissance d'un nouvel amoureux, Jesús Vargas, surnommé El Gato, à cause de ses cheveux blonds et ses yeux jaunes et rétrécis comme ceux d'un chat. Jesús, beaucoup plus jeune que María del Carmen, est un petit criminel sans scrupules qui, comme les précédents, ne cherche qu'à la déposséder du peu qu'elle a. Ensemble, ils parviennent tout de même à ouvrir une modeste cantine grâce à une petite somme d'argent épargnée par Carmen du temps où elle travaillait encore à l'usine de textile.
mais Jesus Vargas s'avère être un moins que rien, totalement irresponsable. Alcoolique et accro au tournoi de coq, il dilapide en un rien de temps tout l'argent gagné par sa compagne et, quand elle ne consent pas à lui en donner, il va directement se servir dans la caisse. Comme tous les hommes mexicains de cette époque, il ne tolère aucune résistance de la part de María del Carmen et la frappe violemment quand elle le contredit ou l'empêche de boire. Croulant sous des dettes qu'elle est incapable de rembourser, Carmen abandonne la gargote, quitte Jesus Vargas et retourne encore une fois auprès de sa mère et de ses sœurs. Avec le peu d'argent resté de sa première affaire, elle ouvre un stand à boissons devant chez elle et s'occupe d'abreuver le voisinage contre quelques pièces. Son retour à Jalisco coïncide avec la mort du père Isidro, décédé entre-temps dans des circonstances douteuses. Toutefois, il laisse à ses filles un petit héritage. Ce legs tombe d'ailleurs au bon moment et bien que portant strictement le deuil de leur père, les 4 sœurs jubilent déjà à l'idée de ce qu'elles vont pouvoir faire avec cet argent. Delfina, la deuxième des sœurs et certainement la plus dégourdie, pense à faire fructifier ce capital tombé du ciel. Pour ce faire, elle jette d'abord son dévolu sur un petit local sans prétention qu'elle transforme en cantine à El Salto de Yonacatlan. Dans ce petit bistrot qui ne paye pas de mine, Delfina propose bière et tequila, une cuisine comme à la maison, et installe même une table de billard. Le petit local commence à se faire une sacrée réputation dans le coin, parce que la boisson y coule à flot, que les paris y sont tolérés, et que les tamales et les faritas de la señorita Delfina sont les meilleurs de toute la contrée. Le bistrot se porte bien, même si parfois de violentes bagarres éclatent quand les hommes deviennent un peu éméchés. Tout de même, ils doivent bien s'ennuyer. Il manque d'ailleurs quelque chose à cette enseigne qui commence à se forger sa réputation. Des filles, mais bien sûr. Avec les nouvelles rentrées, Delfina commence à offrir un service supplémentaire, la location de chambres pour les couples non mariés souhaitant avoir des relations sexuelles en toute discrétion. Pratique strictement interdite par la loi, elle n'hésite pas à soudoyer et corrompre les policiers pour qu'ils ferment les yeux sur ces pratiques, allant jusqu'à leur offrir le service des dames à titre gratuit et exceptionnel. À mesure que l'entreprise commence à prendre de l'ampleur, Delfina engage sa sœur Carmen pour s'occuper des comptes. Cette dernière la convainc de légaliser l'entreprise. L'administration mexicaine étant réputée pour ses délais à rallonge, c'est à leurs amis policiers qu'elles ont recours pour obtenir le précieux sésame, le permis de propriété. L'un des agents de police, le capitaine Hermenegildo Zúñiga Maldonado, devient entre-temps l'amant de Delfina et son protecteur. Grâce à lui, elle peut désormais dormir sur ses 2 oreilles et travailler en toute légalité, sans craindre de se faire arrêter pour atteinte aux bonnes mœurs. Dès lors, la modeste gargote devient une véritable maison close à la clinquante enseigne de Guadalajara by Night, la plus célèbre de toute la région de El Salto de Yonacatlan. Quant aux recrues, Delfina les repère dans les marchés, leur promet de les engager comme servantes, se présentant comme intermédiaire auprès des grandes maisons à la recherche de femmes de chambre et de cuisinières. Les filles, jeunes et inexpérimentées pour la plupart, mordent rapidement à l'hameçon, et ce n'est qu'à leur arrivée à Guadalajara by Night qu'elles comprennent en quoi leur travail doit consister. Pour Delfina, plus les filles sont jeunes, plus elle a des chances d'en tirer le maximum. Pour ce fait, elle n'hésite pas à les engager, à peine âgées de 13 ou 14 ans. Certains parents, trop pauvres, lui cèdent carrément leurs enfants contre quelques pesos. En quelques années, Delfina et María del Carmen, toujours avec la complicité de policiers véreux et d'employés municipaux, également clients du bordel, parviennent à créer un vaste réseau de prostitution savamment orchestré. Toutefois, l'établissement est contraint de fermer ses portes quand une terrible bagarre éclate une nuit entre des clients trop ivres. Une bagarre qui se solde par une fusillade et laisse plusieurs blessés sur le carreau. Malgré l'appui du capitaine Hermenegildo Zúñiga Maldonado, l'amant de Delfina, les autorités locales décident de fermer le Guadalajara by Night et somment ses propriétaires de dégager les lieux le plus vite possible. Delfina et Carmen, chargées de 2 valises pleines de billets et de tout un harem de jeunes filles, déménagent à Guanajuato, plus précisément à San Francisco del Rincón. Sur place, elles font la connaissance d'un travesti, El Piocanti, danseur et tenancier d'un bar très populaire, la Barca de Oro. Seulement, l'établissement, qui a connu de meilleurs jours, n'attire plus qu'une clientèle miteuse, et El Piocanti a plus d'une fois été embarqué par la police à cause de son homosexualité. Elle lui propose de lui racheter son affaire, ce qu'il accepte. Désormais installées dans leur nouveau quartier, Delfina et Carmen font venir auprès d'elles leurs 2 autres sœurs cadettes, María Luisa et María de Jesus, l'une devant s'occuper de la cuisine et l'autre de la caisse, tandis qu'elles-mêmes seront chargées du recrutement.
L'activité criminelle des sœurs González Valenzuela, devenue entre-temps connue sous le surnom de Poquianquis, commence précisément à cette époque, c'est-à-dire en 1955, poussée par une soif insatiable d'argent et de bénéfices. Carmen, bien qu'étant l'aînée, cède volontiers la place à Delfina, réputée pour être cruelle et redoutable en affaires, sans scrupules et surtout sans tabou. Pour ne pas trop se faire remarquer, elles engagent des hommes pour aller au-devant des jeunes filles et leur proposer du travail. Ces hommes de main, anciens repris de justice pour la plupart, assurent également le rôle de videur au bar et de proxénète. Francisco Camarena Garcia est engagé le premier en qualité de chauffeur et coursier, et son cousin, Enrique Rodriguez Ramirez, ne tarde pas à le rejoindre en qualité d'assistant. Ensemble, ils vont recruter les filles dans les villages voisins, convainquant leurs parents qu'elles travailleraient dans de respectables maisons et qu'elles ne manqueraient de rien, que très vite elles gagneraient assez pour les aider financièrement. Une fois sur place, les filles sont regroupées dans la cour de la maison et sont lavées à l'eau froide. Puis, Delfina et Maria Luisa font leur inspection physique. Voient si elles sont porteuses de maladies contagieuses ou vénériennes, si elles ont des poux ou toute autre infection cutanée. Le soir même, elles sont livrées aux premiers clients. Condamnées à rester à l'intérieur toute la journée, les filles n'ont droit qu'à une demi-heure de promenade par jour dans le patio de la Barca de Oro, étroitement surveillée par les deux cousins. Pour resserrer les taux d'avantage, Delfina leur vend des produits de beauté, des vêtements, des bijoux, des cigarettes et de la nourriture qu'elle met à crédit sur leur compte personnel, de sorte que les filles soient toujours endettées et ne soient pas en mesure de quitter les lieux sans avoir remboursé l'intégralité de leurs achats. Pour ces malheureuses qui croyaient venir travailler en qualité de nourrice pour bébé ou femme de chambre, l'engrenage commence. D'ailleurs, Delfina ne compte plus sur le stratagème de promesse d'emploi pour engager ses futures victimes. Désormais, elle et ses hommes ont recours au rapt et au kidnapping. Pour ce faire, elle envoie Francisco et Enrique sillonner toute la région à cheval à la recherche de petites paysannes. Les plus âgées n'ont pas plus de 14 ans. Un nouveau complice, une petite frappe du nom de José Santos, ne tarde pas à venir compléter la bande d'hommes de main. Delfina le charge de s'occuper des travaux domestiques, de nettoyer le poulailler, de nourrir les chiens et de s'occuper des chevaux avant de carrément l'élever au rang de tortionnaire des filles récalcitrantes qui se croient trop malignes pour vouloir s'échapper. Pour tout repas, les prisonnières des Poquianquis n'ont droit qu'à 3 tortillas de maïs et une ration de haricots par jour. Pendant la journée, on leur accorde quelques heures de répit avant de se préparer pour le travail qui commence à la tombée de la nuit quand les premiers clients commencent à se manifester. Nombreuses sont celles qui tombent enceintes et le sort qui leur est réservé est alors des plus cruels. Un avortement dans des conditions d'hygiène épouvantables et sans anesthésie, mené de front par une vieille du village, dont les 4 tenancières achètent le silence à coups de pesos et de bouteilles de tequila. Pour celles dont les grossesses ne se manifestent que tardivement, elles sont contraintes d'accoucher dans les mêmes conditions et se voient retirer leur bébé puis jeter vivant dans une petite fosse derrière le bar où ils finissent par mourir au bout de quelques heures. Fortes de la prospérité de leurs affaires et de la protection de la police de Guanajuato, corrompue à son tour, rien ne peut plus désormais arrêter les 4 sœurs et leur cruauté ne fait que s'accroître. Elles instaurent d'ailleurs une nouvelle charte. Quand une prostituée atteint l'âge de 25 ans, elle est considérée comme étant trop vieille. Alors on l'emprisonne, on la prive de nourriture et on la laisse lentement mourir à petit feu enfermée dans un cachot. À ce moment-là, José Santos, chargé des sales besognes de la fratrie de Macrel, creuse un trou derrière la maison et enterre discrètement la malheureuse à la tombée de la nuit. Les prostituées les plus jolies qui ramènent le maximum de clients sont quant à elles élevées au rang de favorites et bénéficient de quelques avantages. Accepter des cadeaux de leurs clients, manger à leur faim et s'accorder quelques moments de liberté. D'autres, physiquement moins avantagés, trouvent d'autres stratagèmes pour s'attirer les faveurs de leur terrible patronne. En échange de leur vie, elles acceptent de devenir leur geôlière et se chargent de punir elles-mêmes les filles qui trouvent la force de se rebeller. 2 d'entre elles, Guadalupe Moreno Quiroz et Adela Martinez, ex-favorites tombées en disgrâce, devenues de terribles matonnes, n'hésitent pas à infliger elles-mêmes des punitions qui consistent à brûler les filles à blanc, à leur tirer les cheveux et à leur donner des coups de pied. Au début des années 60, Delfina revend la Barca de Oro, en proie à la concurrence d'autres établissements de même envergure qui commencent à lui faire de l'ombre. Avec ses sœurs, elle déménage l'entreprise et tous ses résidents dans un ranch en retrait du village de San Francisco del Rincón. Ce ranch, baptisé Loma del Ángel, situé en plein désert éloigné des habitations, est l'endroit parfait pour la continuation de leur activité. Ici, le degré de cruauté des Poquianquis revêt un tout autre aspect. Les sévices reprennent de plus belle et de la plus sordide des manières.
Mais en 1963, le ton change brusquement et pour cause. Un nouveau gouvernement est mis en place dans la région de Guanajuato, balayant sur son passage tous les protecteurs des Poquianquis. Une opération de nettoyage visant à redorer le blason du nouveau gouverneur souhaite mettre fin aux activités illicites. Une véritable chasse contre les maisons closes et leurs propriétaires est alors engagée. Élevés depuis toujours dans la superstition, convaincus qu'on leur a jeté un sort, les Poquianquis commencent à se livrer à des rituels, alliant pratiques religieuses et croyances occultes indiennes, visant à conjurer le mauvais sort. Quand les gris-gris ne suffisent plus, elles passent au niveau supérieur, les rituels sataniques accompagnés de sacrifices humains. Les nouvelles arrivantes sont même témoins de ces pratiques de magie noire avant d'être contraintes à y participer elles-mêmes sous peine d'être exécutées. Dans ce rituel d'initiation, les Poquianquis brûlent des voiles et des pièces de drap pour former une étoile à 5 branches et invitent les filles à danser dessus. Généralement, à l'issue de ces étranges festivités, un poulet noir est toujours sacrifié et donné en offrande à des dieux occultes de la tradition maya. Suite à cela, tout pouvait être permis, les 4 sœurs donnant liberté d'agir à leurs hommes de main pour choisir la fille de leur choix afin de pratiquer sur elle toutes sortes de tortures et agressions sexuelles. Pour sauvegarder une réputation sans tache et endormir la méfiance des autorités qui commencent à devenir un peu trop exigeantes, les 4 sœurs se rendent quotidiennement à l'église du village, font des offrandes aux pauvres et assistent à toutes les messes. Elles sont continuellement voilées et vêtues de noir, comme le veut la tradition catholique mexicaine, et pour tous les gens du coin, ce ne sont que de pauvres femmes venues chercher refuge pour survivre en ces temps instables et difficiles pour tous. Cependant, nul ne sait ce qui se trame derrière les hauts murs de la Loma del Ángel. En 1964, un drame vient secouer les 4 sœurs. Luis, le fils unique de Maria del Carmen, se fait sauvagement assassiner dans un bar de Jalisco lors d'une bagarre. Pour sa mère, c'est un véritable coup de poignard dans le cœur. Cherchant à se venger, elle envoie ses hommes, Francisco Camarena et Enrique Rodriguez, à la recherche de ses assassins. Ces derniers font le tour des tavernes de Guanajuato pendant des jours avant de finalement rentrer bredouille. À la Loma del Ángel, les choses commencent également à se dégrader. La folie meurtrière des sœurs González, exacerbée par ce dernier drame, n'a plus aucune limite. Dans le ranch, c'est un véritable système pénitentiaire qui est instauré. Femmes et enfants sont entassés dans des cachots et abandonnés dans des conditions de vie effroyables. L'une des geôlières, Adela Martinez, devient même le bourreau chargé de tuer les rebelles et dans la foulée, elle assassine même sa propre sœur, Ernestina, retenue contre son gré avec les autres et ayant fait une tentative de fugue. Ce meurtre, les Poquianquis y assistent même en personne, obligeant toutes les résidentes à regarder la scène en intégralité pour comprendre à qui elles ont affaire, si l'envie leur prend de s'évader à leur tour. Terrorisées, coupées du monde, affamées, humiliées, torturées, souffrant de différentes maladies et infections, la trentaine de femmes et de petites filles qui forment à présent le harem des Poquianquis ne ferment plus l'œil de la nuit. Beaucoup meurent des suites de leur maladie ou succombent carrément à la folie. Les geôles sont étroitement surveillées et différents matons s'y relaient de nuit comme de jour. Les Poquianquis ne gardent auprès d'elles que celles qui peuvent générer le maximum de bénéfices. Pourtant, l'ombre d'un terrible dénouement commence déjà à planer sur cette organisation criminelle. Ce matin du 14 janvier 1964 aurait pu ressembler à tous les autres à la Loma del Ángel quand un cri retentit de la cour. Elles sont parties, elles ont pris la fuite. Dans le patio du ranch, l'agitation est à son comble. 3 des résidentes, Catalina Ortega et 2 sœurs, Maria et Soledad del Pilar, viennent de disparaître. Delfina envoie des hommes à leur trousse dans les alentours. C'est l'état d'alerte. Ordre est donné de cadenasser toutes les ouvertures, d'enfermer tout le monde. Francisco Camarena, José Santos et Enrique Rodriguez ne reviennent qu'à la nuit tombée sans rien. Les filles leur ont bel et bien échappé. À l'annonce de cette nouvelle, Delfina tomba dans un état de transe, injurie les 3 hommes, les frappe, menace de les jeter en prison et de les faire tuer. Il faut quitter les lieux et vite, décrète Maria Luisa. Leur seul recours en effet. En une fraction de seconde, caisses, tiroirs, coffres-forts, têtes d'oreiller, dessous de matelas sont intégralement vidés et leur contenu dissimulé dans les corsages, foulards et bas. Les Poquianquis avaient pour habitude de ne pas garder leur argent dans un seul et même endroit, perpétuellement obsédés par l'idée de se le faire voler par leurs employés. Alors qu'elles sont en train de boucler les dernières valises, elles entendent des coups violents asséner au portail.
Francisco Camarena arrive. Ils sont là. Que faut-il faire? C'est Maria del Carmen qui choisit d'aller au devant de la police, préparant d'emblée le mensonge qu'elle leur servira. Passant facilement pour une pauvre grand-mère, feignant la surprise, elle sort son mouchoir et son chapelet qu'elle enroule autour de son poignet et se met à marmonner des prières. Ce qu'elle ignore encore, c'est que dehors, son destin et celui de ses sœurs est d'ores et déjà scellé. Au cours d'une arrestation spectaculaire, les sœurs González Valenzuela ainsi que leurs complices sont conduits le jour même à la prison d'État de Guanajuato. Lors de l'enquête qui suit, le ranch de la Loma del Ángel, théâtre de tant d'horreurs, sera entièrement perquisitionné et mis sous scellé pour des fouilles. Dans un terrain vague situé non loin de la propriété des Poquianquis, la police tombe sur un petit cimetière improvisé contenant des restes humains, dont plusieurs squelettes de bébés. La police libère aussi une vingtaine d'adolescentes et de jeunes femmes retrouvées dans un état de rachitisme épouvantable, souffrant pour la plupart de tuberculose, d'infections cutanées et de maladies vénériennes. Certaines ont déjà perdu la raison. Elles sont conduites d'urgence à l'hôpital en attendant de retrouver la trace de leurs familles respectives. Lors de leur interrogatoire, les sœurs González Valenzuela se présentent aux enquêteurs comme étant des catholiques très pieuses, victimes d'abus et de cruauté, endeuillées suite à la mort de leur neveu, et sur qui le sort s'est acharné depuis leur naissance. Elles nient catégoriquement tous les faits qui leur sont reprochés. De leur côté, leurs anciens employés passent rapidement aux aveux et dénoncent tous les crimes qui ont eu lieu, aussi bien dans le local de la Barca de Oro que les plus récents à la Loma del Ángel. Trahis par leurs complices, pris au piège, les 4 criminels vont justifier leurs crimes en se proclamant défenseuses de la morale et de la vertu, allant même jusqu'à justifier les infanticides par un acte de foi. Car selon elles, un bâtard n'aura jamais sa place au ciel auprès des anges et des saints. Lors de leur procès, retransmis sur les radios nationales et suivis par tout le pays, les histoires effrayantes relatées par les survivantes et anciennes prisonnières des Poquianquis viendront compléter la noirceur du tableau. Notamment le cas de viande de prostituées vendue sur les marchés pour en faire des tamales à 3 pesos le kilo. Cette révélation ne sera pourtant pas prise en considération par la justice et relèvera plus dans la mémoire collective de la légende urbaine que de la réalité. De son côté, l'hebdomadaire Alarma Únicamente la Verdad se charge de couvrir l'affaire dans sa totalité. Ses rédacteurs vont d'ailleurs assister à toutes les audiences et fourniront chaque semaine de nouveaux éléments sur l'avancée du procès. Leur colonne du 20 janvier 1964 a d'ailleurs pour titre « Les Poquianquis, tortionnaires impitoyables ». Suite à la publication de différents numéros successifs autour de l'affaire, la revue gagne une popularité sans précédent, passant de 10 000 tirages à 500 000 exemplaires vendus à travers tout le Mexique. Rapidement, sa renommée dépassera les frontières pour englober toute l'Amérique latine et sera suivie par des millions de lecteurs avides d'histoires macabres et insolites. Échappant de peu à la peine de mort, les Poquianquis seront condamnés chacune à 40 ans de réclusion criminelle pour différents délits. Organisation criminelle, détention illégale d'armes à feu, constitution de réseaux de prostitution, pratique illégale de la médecine, torture, rapt, esclavagisme, infanticide, séquestration et pratique de la magie noire. On compte près de 150 meurtres commis sous leurs ordres, dont 91 reconnus. Leurs complices, Francisco Camarena Garcia, José Santos, Enrique Rodríguez ainsi que Guadalupe Moreno Quiroz et Adela Martinez seront quant à eux condamnés respectivement à 20 ans de réclusion criminelle. D'autres individus ayant travaillé dans le réseau de prostitution, dont des avorteuses, proxénètes, sages-femmes et indiques, sont à leur tour arrêtés et condamnés à différentes peines de prison allant de 5 à 15 ans d'emprisonnement. 3 des sœurs Poquianquis décèdent pendant leur incarcération. Maria del Carmen en 1965 des suites d'une hépatite mal soignée, suivie par Delfina en 1968, vraisemblablement attaquée par une codétenue, et Maria Luisa en 1984 des suites d'un cancer du foie. Seule Maria de Jesus décède après sa libération, bénéficiant d'une remise de peine au début des années 90, compte tenu de son âge avancé et de sa santé mentale défaillante. Le Mexique a été en proie à une vive émotion lors de l'histoire des Poquianquis après leur arrestation et du scandale qui en a découlé après la découverte des cadavres de bébés et des prisonnières faméliques. En 1976, le réalisateur Felipe Casals leur consacre un film éponyme qui retrace leur parcours en tant que tenancières de maisons closes et criminels sans vergogne. En 2018, Lucero Hernandez, une jeune documentaliste originaire de Guanajuato, produit un reportage sur l'une des dernières survivantes des geôles de Poquianquis, une petite grand-mère du nom d'Anita. Dans le documentaire qui lui est consacré, Anita, El Documental, la vieille femme relate avec beaucoup d'émotion et sans langue de bois les terribles années passées derrière les murs du ranch
de la Loma del Ángel, avant de finalement retrouver sa mère en 1965. Le Mexique garde encore en mémoire la terrible épopée criminelle des Poquianquis, considérées encore à ce jour comme les femmes les plus dangereuses que le pays ait jamais connues. Sous la pression internationale, le gouvernement mexicain a fini par adopter en 2003 la législation sur la traite des êtres humains, soit 3 ans après sa déclaration à l'ONU en l'an 2000. Si aujourd'hui la condition des femmes mexicaines est en nette amélioration, il reste qu'elles peinent encore à se faire une véritable place dans une société encore très conservatrice. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.